Très heureux de vous retrouver dans cette série Vivre en France, mais aujourd'hui nous n'évoquerons pas les traditions régionales. Je vous propose tout simplement de partir en vacances. Tout à l'heure nous ferons un magnifique tour de Corse en bateau, vous le verrez, c'est absolument splendide. Mais d'abord, on part en voiture. On oublie l'autoroute, car pour découvrir le charme des régions, des villages, des paysages, il n'y a rien de plus efficace que les petites routes secondaires de l'Atlantique à la Méditerranée. Regardez l'océan avant de s'en aller voir la mer. Les embruns de l'Atlantique avant le parfum de la Méditerranée. Le voyage commence ainsi. Lumière du matin sur le golfe du Morbihan et la rencontre avec un pêcheur venu de loin pour appâter vieilles et anguilles. Vous avez 3 lignes. Pourquoi? Il y en a 2 qui sont de lancers, l'autre c'est une petite canne pour prendre des crabes. Vous n'avez pas l'accent d'ici, hein? Non, Vous venez d'où? Marseille. Vous comptiez prendre des pontons? De Marseille jusqu'à la Bretagne, il a mis 8 heures par l'autoroute. Pour faire le trajet inverse, au rythme des départementales, il nous faudra un peu plus de temps. Le temps de traverser les villages, de s'y perdre parfois. Le temps de choisir sa route pour rester encore un peu avec l'océan, le suivre dans ses méandres avec la terre. Le temps de tracer sur la carte une trajectoire idéale pour s'éloigner des toits en ardoise et rouler vers la tuile des maisons de bord de Loire. Le temps aussi de faire des rencontres, discuter un instant avec les autres voyageurs de ces petites routes de campagne. Allemagne? Where did you go? We go to Perpignan. Perpignan? Yes, Why the bicycle? yes, You are crazy. a little bit. You don't use the highway. No, we use the yellow road. The Yellow Roads, ou en français, les départementales coloriées en jaune sur les atlas pour signaler un itinéraire recommandé. La route des vacances, celle des virages et des détours, celle que l'on peut faire aussi à la force des mollets. Et cela appartiennent aux scouts de France. C'est sympa de voir la France de ce côté-là? Ouais, sympa, mais ça en est pas. Et vous faites des rencontres? Bah, par exemple, lui, hein, devant. Normalement, il n'a pas le droit de parler à personne. Il s'arrête de première classe, il doit faire 70 km sans parler à personne, sauf pour demander de l'eau, avec 4 patates, et il doit faire du pain. Bonjour. Bon. Il paraît que vous n'avez pas le droit de nous parler. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme ça. C'est une punition? Non, non, c'est pas une punition, c'est un entraînement. C'est un raid. Donc, bah, c'est un truc où on est tout seul et on doit marcher. Et c'est sympathique? Ouais, c'est sympa, ouais. Vous pensez à quoi si vous ne parlez pas? Bah, on prie. Les marées de la Brière, quand ciel et eau se confondent. Le vent s'engouffre dans les herbes sauvages et le paysage recule, fuit de l'autre côté de la vitre. L'océan est derrière nous. La Loire est déjà là. Le dernier fleuve sauvage d'Europe, si paisible et menaçant à la fois. Notre première halte dans ce long voyage vers la Méditerranée. Il faut s'y arrêter pour découvrir la vie des derniers pêcheurs. Une trentaine tout au plus qui affrontent aujourd'hui un fleuve devenu très dangereux par la faute de l'homme. On est fiers d'être sur la Loire, mais on est plus fiers que tout le monde. Pour nous, c'est le fleuve royal. Hein. Ça se mérite la Loire. Hein. Tout le monde n'y a pas droit. Jean-Patrick Degneul pêche l'anguille. D'octobre à février, le guideau est ancré sur le fleuve. Le courant jette le poisson dans les filets. À bord, pas de répit, 24 heures sur 24, pendant 4 mois. On y est dessus quand il fait beau, mais on y est dessus quand il fait vraiment pas beau. Quand la Loire charrie des glaçons, quand il y a des tempêtes sur la Loire. Les gens n'imaginent pas qu'on a des tempêtes sur la Loire. La Loire, c'est une ligne, il y a des moments, c'est des lignes droites de 10 km. Les vents d'ouest étant les vents dominants, ça reprend la Loire à rebrousse-poil et ça vous fait des creux d'1 mètre, 1,50 m. Et on est loin d'imaginer que... Et quand vous vous retrouvez sur l'eau et que vous avez des creux pareils avec un bateau qui fait 30 cm de bord,
Je peux vous dire que quand on revient, on est content de l'avoir fait. Et parce que c'est notre boulot, on est obligé d'y aller, hein, c'est comme ça. La Loire et ses pêcheurs s'en retournent vers leur histoire. La nôtre s'éloigne de l'autre côté de cette frontière fluviale entre le nord et le sud. Quelque part en Anjou, un pont et la route continue. La, 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 la. Là, on va récupérer la départementale 751. Oh, du soleil dans les vacances, oh, quelle bonheur. Une petite route d'été aux portes du Limousin, quelque part entre Pays d'Oc et Pays d'Olle. Les champs sont couleur paille et les villages chantent les samedis de fête. Orsen, Nouzerolles, Presline, villages et scènes de vie sous la lumière changeante de la Creuse. Lignes et tons de cette vallée ont inspiré plus d'un peintre. Monet y a réalisé sa toute première série impressionniste, La Creuse. On dit que jamais rien n'y s'y passe. Une hérésie. Vous voulez pas me dire pourquoi vous faites des ronds dans les champs? On fait des bottes. Puis comme on le ramasse vert, mais on va le mettre sous film même, sous plastique. Pour que ça fermente. Soit fermente, oui, sans air. Ça fait de la... même pas de la choucroute, quoi. C'est un peu le principe. C'est le principe de la choucroute, hein. Et ça se mange? Bah, pour les vaches, oui. Ah, les limousines, blondes vénitiennes, allure nonchalante dans les vertes prairies, un regard ourlé de blanc et un physique d'athlète. C'est, dit-on ici, la meilleure viande française, pas une once de graisse. Il nous fallait donc la goûter. Tiens, on dirait qu'il y a une fête. On s'arrête? Bonjour mesdames, on cherche monsieur le maire, monsieur Pampano. Eh ben, vous allez aller au château là-haut. Non, madame. Vous allez déteindre là à la mairie. Et je viens de le voir et je lui dis bonjour. Ah ben alors, moi je croyais qu'il était là-bas. Bonjour. Salut. On cherche monsieur Pampano. Il est pas là, on ne connaît pas. C'est moi. Mais qu'est-ce qui se trame dans votre village, monsieur Pampano? On met le couvert. C'est une fête ce soir? Il y a la fête. C'est quoi? On mange la côte de bœuf. Santé, Flan. Et elle est bonne la côte de bœuf? Ah ben ça, c'est un pléonasme. Dire que la limousine est bonne, c'est un pléonasme. Elle est même pas bonne, elle est excellente. Vous voyez, la basse-côte, c'est cette partie-là. Vous voyez, c'est ça. Et ça, c'est le persillé. Et alors, vaut mieux manger la basse-côte ou le persillé? Les deux sont très bons. C'est un très bon goût, ça. Ça, c'est un peu plus tendre. Voilà. Ah, c'est pour ce soir, pour savoir. Oui, oui. Qu'est-ce que ce soir, vous? L'AFA, 463 habitants, village de la Creuse, un minuscule point noir sur la carte de France. Mais à 20h ce soir-là, côte de bœuf à volonté, c'est ici qu'il fallait être. Qu'est-ce que vous avez fait pour m'interdire? 253 kilos de viande, basse-côte ou persillée, bleue, saignante ou à point, une demi-heure de queue pour avoir droit de la goûter. Halte aux cadences infernales. C'est dur, mais c'est que sur les cuistots. Hein? On a eu une caméraman. La cour de l'ancienne école du village ressuscitée le temps d'une nuit. 500 personnes debout jusqu'à 7h du matin, et ce grâce à un phénomène. Jackie Bernadet, 10 heures d'affilée à la console sans interruption. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles
comme l'amour. Son secret, de la valse, Claude François, beaucoup d'humour et les immanquables tubes de l'été, à commencer par le désormais célébrissime refrain de l'équipe de France. Bon allez, c'est pas tout ça, mais demain, il y a de la route à faire. Une route qui se tord, qui se déhanche, une route qui gravit la pente et monte vers le cœur de la France. Les volcans d'Auvergne, au cœur du massif central qui n'a pas mérité le nom de montagne. Et pourtant, elles sont là, douces, massives, tapissées de verre, arrondies par les millénaires. Col de la Croix Saint-Robert, 1400 mètres dans le massif des Monts d'Or. La route épouse le relief et déroule ses lacets vers une autre vallée. Alors, tous les concurrents qui participent auront droit à une boisson minimum. Hein. Alors, tous les concurrents inscrits qui auront reçu une rondelle pourront aller... Ça va, j'ai regardé, moi. Vous êtes auvergnat? Non. Vous êtes auvergnat, moi? J'avais 12 ans, il faut faire avec la... Je m'étais appris tout doucement. Il faut s'apprendre jeune, ça peut. Ah oui, il faut faire ça vite. Pourquoi il faut apprendre jeune, monsieur, pour faucher? Pour faucher. Pourquoi il faut apprendre? Parce que c'est comme tout, il faut s'apprendre jeune pour tout faire. Même pour faire... Voilà. Vous avez compris, non? Vous avez appris en même temps? À l'époque, non. Peut-être bien un peu à l'époque. Un peu, oui. Dans quelques minutes, concours de fauchage à l'ancienne, échauffement et critique sur le style des adversaires. Oui, il prend large, monsieur, vous voyez. Mais il est gourmand, oui. Non, mais il ne faut pas trop prendre large. Hein. Pourquoi il ne faut pas trop prendre large? Ben, plus vous prenez large, plus c'est dur à tirer. Comprenez, à rabattre. Les concurrents, vos concurrents, ils disent que vous ratissez large, vous fauchez large et que vous allez vous essouffler. Non, au contraire. Mieux on a des larmes, mieux ça... Mais c'est quoi la technique là pour bien couper? Eh ben, c'est-à-dire que il faut garder votre faux toujours à plat. Et pas comme ça, hein. Parce que vous rentrez dans la terre. C'est facile? Ben oui, essayez voir. Une invitation poliment déclinée, nos aptitudes en matière de fauchage n'étant pas tout à fait confirmées. Le départ fut donc un peu précipité, mais à notre décharge, il nous fallait encore traverser le Cantal avant d'atteindre l'Aveyron, terme de notre troisième étape dans cette longue route vers la Méditerranée. Une étape qui allait s'avérer particulièrement insolite et instructive quant aux bizarreries géographiques et administratives du territoire français. Pourquoi il y a deux églises dans ce village? Parce que ici vous êtes dans le Cantal et de l'autre côté vous êtes dans l'Aveyron. Oui. Mais attendez, il y a deux églises dans ce village. Il y a deux églises, oui. Il y a deux maires, il y a 22 conseillers municipaux. Mais comment ça se fait? Parce que vous avez deux départements. Une situation unique en France. Un village coupé en deux. D'un côté Saint-Fantin et de l'autre Saint-Fantin-de-Morse. Le premier est dans l'Aveyron, région Midi-Pyrénées. Le second est dans le Cantal, région Auvergne. Vous cohabitez bien les deux villages? Enfin, comme ci, comme ça. Ah bon? Un poil à l'endroit, un poil à l'envers. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça fait un tricot, un poil à l'endroit, un poil à l'envers. Oui. Il y a 20 ans de là, c'est passé. Les gosses, quand ils sortent de l'école, ceux du Cantal et ceux de l'Aveyron, au milieu de la place, ils se jetaient des pierres, des cailloux. Et puis, ça faisait mal, d'ailleurs. Vous voulez pas nous emmener à la frontière? Si, si, on va vous amener. Oui, oui, Avec plaisir. On vous suit tous les deux. Tous les deux? Ouais, ouais. Allez, à la frontière. Il est là. Voilà, là vous êtes dans le Cantal. On est le Cantal, là, oui. Et ici vous êtes dans l'Aveyron. Là. Oh,
Là, l'Aveyron. Il est à la limite de là. Le monsieur qui est sur le balcon, là, il est en Aveyron. Il est en Aveyron, le monsieur qui est sur le balcon. Et le monument aux morts, alors il est à qui? Il est partagé, voilà, c'est ça. Les morts de l'Aveyron sont de ce côté et les morts du Cantal sont de l'autre côté. Ce sont les poilus de 14-18 qui, de retour au village, ont demandé à ce qu'il n'y ait qu'un seul monument aux morts. Une volonté de ne plus être séparés, qui s'est aujourd'hui largement répandue dans le village. On prend un verre dans l'un ou l'autre bar de Saint-Santin. Il reste que dans le premier, on y lit la montagne et que dans le second, on y vend midi libre. Pour notre part, nous connaissions les monts de l'Auvergne. Il nous restait à découvrir le Midi. Et la départementale qui traverse et sépare les deux villages nous y emmenait tout droit. Alors donc là, nappage avec de la crème de marron. C'est comment la tartine à la crème de marron? Très bon. Et ce petit jus de pomme. Goûter tartine à la ferme de Pisse-Renard, de la crème de marron sur fond de tarte et tartine de pain. J'ose pas lécher mon assiette, ça se fait pas. Une pause gourmande au cœur de l'Ardèche, sur la route de la Châtaigne. Pour les amateurs, c'est la départementale 102, une route ombragée, auréolée par ce qui fut autrefois une grande châtaigneraie. Pendant des siècles, elle a donné les feuilles pour le fourrage du bétail, le bois pour la charpente des maisons et le fruit pour la nourriture de tous les jours. Mais aujourd'hui, dans le département, l'exploitation des résineux a pris le pas et plus rares sont ceux qui misent sur le châtaignier. Le bois, c'est un métier où il ne faut pas être trop gourmand. Si on va aller trop vite, on peut se faire mal, ou on peut casser du matériel, on peut se faire prendre par un arbre. Faire attention toute la journée. Ça, c'est un arbre, normalement, il va faire une seule pièce. Parce que les pièces sont taillées dans le cœur de l'arbre. Un arbre, une poutre. Bon, sur le bord, quelques jolies planches, si le bois est sain. Et dans le cœur de l'arbre, une poutre. Richard, son frère James et son père Henri ont revêtu l'habit du bûcheron il y a 6 ans. Comme seul capital, ils avaient une tronçonneuse et, disent-ils, l'envie de s'en sortir à 3. Au départ, c'est parce que mon père, il a acheté un vieux mas à Villefort. Et au départ, mon père, voilà comment on en est venu à travailler dans le bois. Mon père a dit, au lieu d'acheter la charpente, tu vas acheter une petite scie, on coupera les arbres chez nous, et la charpente de la maison, on la fera nous. Et on a commencé à couper nos arbres, on a monté notre scie, et les gens du village sont venus nous acheter du bois. Et finalement, on a vendu notre charpente à des gens, quoi. Et puis après, nous, il a fallu qu'on recommence, et de fil en aiguille, on s'est lancé là-dedans, et on a été mordus, et on lâche plus maintenant. Au fil de cette route, les cicatrices de l'histoire récente des châtaigniers de l'Ardèche. Les feuilles saines des jeunes arbres ont du mal à cacher le bois mort des plus vieux. Celui que l'on appelait l'arbre à pain a supporté maladie, abattage, exode. Aujourd'hui, le département tente de sauver ce qu'il reste de son patrimoine. Si on n'utilise pas la châtaigne, si on véhicule pas un peu notre image de marque à travers la châtaigne, on n'aura plus de paysage, on n'aura plus de paysans, on n'aura plus de cochons, on n'aura plus rien. Et la châtaigne, c'est l'Ardèche. Élevée à la cuisine de son arrière-grand-mère, Christine Bossy-Brioude décline dans son restaurant de Val-les-Bains les secrets de sa terre. Un menu tout châtaigne, du hors-d'œuvre jusqu'à la friandise, de la soupe chaude au marron glacé. Ça, ce sont les châtaignes qu'on utilise, qui sont des châtaignes qui ont été pelées une première fois, qui ont été ensuite cuites et repelées, et que l'on conserve. C'était l'aliment du pauvre, la châtaigne aussi. C'était la nourriture essentielle du paysan le soir au dîner. On n'avait pas de bouillon cube, on n'avait pas tout ça, on avait la soupe de châtaigne. Quelques gousses d'ail, un parfum d'huile d'olive et la chaleur des fourneaux. Comme une mise en bouche avant de s'enfoncer plus loin sur la route brûlante du Midi. Les rivières de l'Altier, de l'Ardèche et de la Cèze nous ont montré le chemin.
insolente de fraîcheur et de limpidité, au cœur d'une terre déshydratée. Une terre dont le soleil s'était pris il y a longtemps et fait chanter depuis tous les secrets. Il exhale les sueurs parfumées de la terre, dessine et ravive les couleurs des reliefs escarpés et fait danser les cigales des plaines asséchées. Comme un chant de sirène qui nous entraîne vers la Méditerranée. En passant le Rhône ce matin-là, les milliers de kilomètres déjà parcourus ont un instant défilé dans le rétroviseur. Nous arrivions en Provence et le coucher du soleil sur les calanques de Cassis n'était plus loin. Mais en passant le Rhône ce matin-là, c'était aussi l'une des plus jolies routes de l'été qui se déroulait devant nous. Celle des villages perchés, sentinelles de pierres chaudes accrochées par le soleil. Des routes d'ombre et de lumière sous un ciel toujours bleu. Bleu comme la lavande des terres provençales. Des bleus infinis qui ondulent jusqu'à l'horizon. C'est en été qu'il faut venir la sentir, avant que la récolte ne soit achevée. Alors voilà, là c'est le meilleur moment de la coupe, là. Parce que vous avez toutes les pétales sèches, vous voyez. Il faut qu'il n'y ait plus guère de fleurs. Car ce n'est pas la fleur mais le brin qui est distillé. Et avec 100 kg de lavande, on fait en moyenne 700 grammes d'huile essentielle. Mon grand-père, c'était déjà un lavandiculteur qui arrivait déjà à faire 300 kg d'extrait. Et vous? Alors, vous vous rendez compte? Ah ben nous on en fait des tonnes, mais c'est plus pareil. Ben oui, mais c'est mécanique, c'est plus pareil, mais à la main. Vous vous rendez compte quand on coupait ça à la faucille, que le sac à dos, là, ce que ça représentait? Les brins de lavande distillés dans un bain de vapeur embaument l'air d'effluves sucrés. Gorgées d'huile, les glandes éclatent et libèrent le précieux nectar. La Provence, terre d'odeurs et de couleurs. Les tournesols font la cour au soleil et frémissent sous la caresse d'un rayon. La route déambule entre montagnes Sainte-Victoire et massifs des Baumes. Au loin, on imagine la mer. Au détour d'un virage, 2 hommes font le guet. Aujourd'hui, il fait une belle journée, c'est clair. S'il y a un départ de feu, on le voit. Nous, c'est notre basketteur à nous, c'est la vallée de l'Ar, là, vous voyez comment ça, là. Après, il y a une autre équipe à l'Ermitage, là. Il y a une autre équipe par là-bas, là. Il y a la Vigie. La Vigie, pendant 2 mois et demi, là, elle est là-haut aussi, jusqu'à l'ouverture de la chasse, comme nous. De là-haut, on doit la voir, la Méditerranée. Tout au long de ce voyage, nous n'étions pas vraiment pressés d'arriver, mais à présent, on se surprend à la guetter. Qui de nous 3 la verra le premier? Un virage, et l'on croit qu'elle sera là derrière. Mais elle s'amuse de notre impatience et nous fait languir encore. Pour la voir, on nous a dit d'emprunter la route des crêtes au-dessus du port de Cassis. Ils viennent tous ici, la regarder avec la même envie. Dans son écrin de falaise, elle est belle, elle le sait, et c'est très lentement qu'elle se laisse enfin déshabiller du regard. Le regard d'un photographe, par exemple. Celui d'un artiste qui choisit son cadre et attend la lumière du soleil couchant pour sculpter dans la pierre les courbes d'un visage imaginaire. Pour moi, j'avais un visage, j'avais le nez, le menton et le front, comme une sorte de képi. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Donc j'essaye par le cadrage de rendre, d'éliminer le superflu et de donner du poids à ça. Quand j'étais petit, mon père avait acheté une maison et sur le plâtre, on n'avait pas encore fait la peinture, donc il y avait des visages qui se dessinaient et j'essayais de les dessiner un peu mieux. Et depuis, ça me
Ça m'intéresse, donner visage aux choses. Les gens passent, vous croyez que c'est du rock, tout ça. Moi, ça m'intéresse de montrer que ça peut être un visage, ça peut être un corps, ça peut être... montrer ce qu'on voit pas, quoi. Avec ce chasseur d'images perché sur les plus hautes falaises de France, avec cette lumière rougissante d'une fin de journée, c'est aussi la fin d'un long voyage qui vient se coucher sur la mer. Dans les voiles du Morbihan, nous avions trouvé la brise du départ. Dans la baie de Cassis, ce soir-là, notre regard s'est posé un instant sur les traces d'un sillage. Promesse du grand large et d'un autre voyage, peut-être. Puisqu'on est arrivé au bord de la Méditerranée, eh bien, abandonnons la voiture et je vous propose maintenant de partir en bateau pour découvrir l'une des plus belles régions françaises, peut-être l'une des plus belles régions du monde aussi, la Corse. Le tour de Corse en bateau, c'est quelque chose d'absolument magique. Ce serait la première image, l'instant rêvé depuis longtemps. La première image de la Corse quand on arrive en bateau. L'extrême nord. Mais ce n'est pas encore tout à fait la Corse. C'est une sorte de paquebot de schiste amarré au large, l'île de la Giraglia. Bien, ça c'est le petit débarcadère pour les gens qui viennent entretenir les phares. Nous irons voir le phare avec un ancien gardien un peu plus tard, car cette première image mérite qu'on s'y attarde un peu. Le skipper du bateau, Francis, nous avait prévenu. Elle a quelque chose de magique et même de miraculeux, l'île de la Giraglia. Petit morceau de Corse avant la Corse, elle nous donne un avant-goût des paysages, des lumières, des odeurs et des émotions que nous allons partager au cours de ce voyage. Attention, attention. Là, il va disparaître. Il va disparaître, là? Il va disparaître dans quelques... À moins qu'il disparaisse derrière la Giraglia. En face de la Giraglia, battue par toutes les tempêtes du Cap Corse, se trouve le petit village de Barcaccio. Et voilà Jean-François, le pêcheur qui rentre plus tôt que prévu à cause du vent. Vous allez avoir du mal à les voir. C'est sombre? C'est un peu sombre. Bon, regardez par là, regardez. J'en ai tiré 2 ce matin, mais bon, j'étais en perdition. Hein. Ah bon? Allez, à 30 nœuds de vent là-haut. Une mer à 6000 en plein nord. Regardez un peu ce qu'il y a déjà là. Et donc là, dans ces conditions, c'est difficile. On travaille, on casse tout, on roule bord sur bord. Il y avait une langouste, elle est arrivée sous le treuil. Et quand le bateau est monté sur la vague, elle s'est cassée en deux, vivante. Ouais. Une belle langouste. Oui, une langouste d'1 kilo. Hein. Ça fait 50 francs de moins. Barcaccio se prépare à glisser doucement vers l'été. On ne verra pas de gros touristes. Ce sont surtout les enfants du pays qui reviennent et retrouvent ici un paisible. Parce qu'il a loupé le capot, et il persiste à piquer. Mais vous n'aurez pas une grosse tempête, hein? Non, c'est non, je calme. Des choses belles à voir, là, qu'est-ce qu'il y a vraiment de le ici, point de vue typique, oui. On va monter au moulin Magdalena, par Rama, sur la Dira, et puis je monte au petit village ciné, à Granadolo. C'est très tout. Alors ici, vous voyez, on a propriété, mais tout le monde, vous voyez, parce que tout le monde est parti. Tout ça, c'était tout cultivé, tout la plaine là-bas. Vous voyez, d'ailleurs, toutes ces petites maisonnettes, c'était des abris, enfin, ou des gens qui venaient passer la journée. Moi, j'ai connu ça lorsque j'étais gamin. Avec ma grand-mère, nous descendions donc du petit village sur un bourricot. Alors, vous me demandiez les maisons de maître, vous voyez, c'est toutes les maisons carrées que vous voyez, les grosses maisons. Oui. Voilà, les maisons des Américains. Et ces Américains, qu'est-ce qu'ils sont devenus, là? Ah ben c'était enfin on dit la maison des Américains, parce qu'ils étaient partis faire fortune en Amérique, à Porto Rico par là, mais c'était des Corses qui après revenaient. Vous comprenez pourquoi il y avait un moulin à vent ici?
Oui, parce que là, on va voir après, de l'autre côté, on revoit la Giraglia de l'autre côté. Tout à fait, voilà. Ouais. Là. Jeannot nous ramène ainsi vers la première image, la Giraglia, devenue une réserve naturelle depuis l'automatisation du phare. Alors là, il fut un temps, quand il y avait les gardiens, il y avait un poulailler, il y avait des brebis, il y avait... Charlie Santamaria est un des derniers gardiens. Il s'occupe aujourd'hui de l'exploitation des phares et balises et il nous fait pénétrer à l'intérieur. Alors, dans ce phare qui est maintenant inoccupé depuis presque 6 ans, on trouve encore des éléments qui permettaient la vie à bord, si on peut dire. Quelques livres, des boîtes de conserve, la télévision avec l'antenne à l'intérieur pour se protéger des vents forts qui soufflent sur la Giraglia. Il y a encore ces traces de la vie des gardiens de phare. Disons que oui, j'aime bien revenir et j'aime bien, bon c'est un peu, il y a toujours un peu de nostalgie quoi, quand on a passé, je veux dire quand on a habité sur place, parce qu'on peut dire presque que c'était la résidence principale, hein. On passait plus de temps ici qu'à la limite en congé, surtout 24 heures sur 24 en plus, donc c'est vrai que j'aime bien revenir de temps en temps, j'ai l'occasion d'y revenir de moins en moins souvent maintenant, mais quand même, ça fait plaisir. Nous allons maintenant rendre la Giraglia à ses maîtres, les oiseaux de mer. Goélands, puffins cendrés, cormorans. Nous allons laisser les pêcheurs de Saint-Toury qui remontent leur filet à thon dans les claquements du ressac. Bientôt, le phare lancera ses éclats de lumière blanche jusqu'à 30 km à la ronde. Nous serons déjà loin, au-delà de cette pointe où commence la façade occidentale du Cap Corse. « 215 degrés sud-ouest, direction le désert des Agriates. Nous longeons les escarpements tourmentés du Cap Corse, cette montagne qui descend presque à pic dans la mer, avec accrochés à ses flancs les villages de Pino, Minerbio, Canari, Nonza. Et puis, avec nos 215 degrés sud-ouest, nous pointons sur la seule région française officiellement qualifiée de désert, là-bas, les Agriates. Vent variable, force 1 à 3, tendance ouest, avec nombreuses zones de vent calme. Que dit la météo là pour ce soir? Ce soir c'est bon. Ça s'est calmé? Ouais, ça se calme, c'est des brises force 1 à 2, pour cette nuit et demain c'est bon. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Là, je vais caler mes fils à poisson, et demain matin je les retire. Ah, ce qui fait que vous rentrez de nuit après alors? Non, là j'en ai pour 1 heure à caler ça. Il est 8h, ouais, 9h30, je suis rentré au port. Nous retrouverons Thierry, le pêcheur de Saint-Florent, au même endroit, le lendemain matin. Il nous reste juste assez de temps pour aller se poster sur la plage de Saleccia afin de savourer un petit délice. Un soleil tellement couchant qu'on voudrait plonger avec lui. Les parfums du maquis nous éveillent. Lentisque, ciste, myrte, bruyère poussent jusque dans ces criques paradisiaques où l'on accède qu'à pied. Le désert des Agriates mériterait sûrement une plus longue escale. Mais il y a une menace dans l'air. Nous devons partir. Et voilà Thierry qui tire les filets de la veille. La pêche est plutôt bonne. Waouh! Attendez, on va essayer de s'approcher. Ça c'est rare un homard comme ça? Ouais, il n'y en a pas beaucoup. On en prend, mais il n'y en a pas. On n'en prend pas tous les jours, quoi. Ça c'est le vrai homard corse. Et le homard corse, il est bon? Ah, il est excellent. Ah, c'est pas le homard du Canada. Hein. Ah ouais? Ça n'a rien à voir. Hein. Et qu'est-ce que dit la météo là aujourd'hui? Alors là, il y a un avis de tempête pour cette nuit et demain. Un avis de 9 à 10 sur Balagne et Cap Corse, force 10 à 11. Ça veut dire que ça va être...
Elle va sortir. Hein. Faites attention, hein. Dès que vous voyez qu'il commence à rentrer le vent, on rentre au port. Hein. D'accord. Parce que ça va être la tempête. D'accord, merci. Hein. Au revoir. Force 10 à 11, cela veut dire des vents de plus de 100 km/h et des creux de 10 à 15 mètres. Ce sont des tempêtes même exceptionnelles, hein. Surtout pour un mois de juin, c'est vraiment très très fort, très fort. Là on a déjà la mer qui se lève un peu de sud-ouest et qui va monter progressivement. C'est pour ça qu'on va rentrer le plus vite possible sur Calvi, pour se mettre à l'abri dans un port qui est sûr par tous les temps. En cette fin d'après-midi, le port de Calvi est pris d'assaut par une armada de plaisanciers cherchant refuge. Tu es obligé de suivre la nature, en fait, c'est elle qui décide, toi tu décides de rien. C'est là où tu te rends compte que, bon ben en fin de compte, tu es tout petit. Tu es tout petit parce que c'est elle qui décide. Elle décide qu'il va y avoir coup de vent, à tempête, c'est un cataclysme. Au même titre qu'un tremblement de terre. Oui, mais elle décide aussi parfois qu'elle va t'offrir des moments de bonheur. Exactement. Et de régal. Le vent te permet d'avancer sur un voilier. Sur un voilier, c'est ton carburant. Non, c'est aussi ton violon. Le vent, il fait chanter ton bateau. Tu vois, quand le vent il est bien réglé avec les voiles, ton bateau, il chante. La constance, il y a un moment, quand c'est bien réglé, tu l'entends comme... C'est une vieille demoiselle de 25 ans, elle fait une complainte. Et je sens qu'elle est contente. La constance, c'est ce bateau. Oui, exactement. Et quand le vent est bien réglé, les voiles sont bien réglées, il y a tout qui rentre comme un grand murmure. La Constance, toute voile baissée, va quand même murmurer cette nuit lorsque le vent s'engouffrera dans le port de Calvi. Elle murmurera la chanson d'Yves, le belge poète, qui a tout largué pour aller vivre sur son bateau et naviguer au gré du vent quand il est bon et de la mer quand elle est belle. Elle murmurera avec les autres voiliers la chanson du port qui attend la tempête. Le calme qui précède, l'atmosphère électrique et les moments d'euphorie qui surgissent. Regarde, regarde, regarde. Regarde, j'ai la lune qui monte derrière les nuages. Oh, c'est superbe. C'est comme un lever de soleil, mais c'est un lever de lune. C'est super. Et l'église toute seule en même temps. En dessous, tout paraît bien calme, loin du tumulte de la tempête qui monte et donne un étrange concert de bruit sur le port de Calvi. En haut du bar pour voir la mer du côté ouest. Vous allez voir, c'est bien blanc. Les pêcheurs ont coutume de dire que la pointe de la Révélata qui protège la baie de Calvi, c'est le purgatoire les jours de tempête. L'état de la mer à cet endroit décide des sorties et ce n'est pas vraiment un jour pour les bateaux. Il faudra trouver autre chose. Au pied du phare de la Révélata, à l'abri dans une niche rocheuse, se trouve la station de Starezo, un centre de plongée et de recherche océanologique créé par l'Université de Liège. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire là? On va aller plonger sur les baies de Posidonie. L'herbier de Posidonie. Cela mérite une petite explication scientifique et subaquatique. Ce sont des herbes qui ultérieurement sont retournées au milieu marin, d'accord, et ont formé des herbiers extrêmement importants en Méditerranée. Et ces forêts sous-marines ont une qualité, c'est qu'elles supportent énormément de reproduction de poissons, de reproduction d'invertébrés, donc une vie extrêmement importante.
mais malheureusement touchés par la pollution. Et donc on a une dégradation de ces milieux très importante pour l'écosystème méditerranéen, une dégradation de ces milieux qui n'existe que très peu ici, sinon inexistante ici. On a un herbier. Ici, il n'est pas pollué, il n'est pas dégradé. L'herbier aujourd'hui n'est pas dégradé en baie de Calvi. Tu as vu, c'est les wagons antiques, c'est les premiers, là, vous allez voir. Tac, 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 ça va bouger dans tous les sens. 3 personnes, hein? 3 personnes. Pour motrice, il y a 3 sections. Ah, d'accord. 3 assises. Et 3 9, d'accord. C'est mieux. Très bien. Vous souhaitez un bon voyage. Merci. Le train qui va de Calvi à l'île Rousse se moque bien de la houle, des vents de force 8, 9 ou 10. Mais il tangue et chaloupe presque autant qu'un bateau dans la tourmente. D'avril à fin septembre, il permet d'accéder aux plages de la Balagne. C'est une petite station, une petite gare. Oui, il y a beaucoup de monde l'été là. Je vous dis, nous on est en train de battre les records. Cette année, ça va être une année record de toutes les années précédentes. Ça fait 32 ans que je suis dans la boîte, c'est une année record. Nous reviendrons à ces moutons un peu plus tard, car le train nous mène tout droit à l'île Rousse. Sous la halle, il ne reste qu'un marchand, un passionné, François, l'apiculteur de Belgodère, capable de parler toutes les langues et prendre tous les accents quand il s'agit de vanter le miel corse. Il est bien bon. Dans les miels, là, vous avez la diversité de la Corse. C'est net. Et le goût de la Corse. Ah oui. Le goût de la Corse et de toutes ses fleurs, celles du clémentinier, de l'arbousier, l'asphodèle ou l'immortel insulaire que l'on retrouve dans le miel, bien sûr, ou dans le fromage. Les brebis, elles, appartiennent aux bergers de Corbar. Elles profitent là des herbes salées par les embruns et des terrains acquis par le conservatoire du littoral. Ils achètent tout par là. C'est bien? Ah oui, pour nous, oui. Pour nous autres cultivateurs, oui. Et oui, parce qu'autrement, nous serions envahis par les villas, là. Ah ouais. Comme ça, ils ne peuvent pas construire en dessous de la batterie, hein. Ouais. En dessous. Et puis, ils nous font des bails. Ah oui. Et on donne beaucoup de primes, on gagne des sous avec le conservatoire. Hein. Parce qu'on en a acheté des hectares ici, tout le long de la côte. Hein. Ah oui. Oh là là, il y en a un que... Ah, mais ce qu'il y a, on les entretient. Ah, il faut les entretenir. Ah oui, oui, ah, c'est normal, hein. Puisqu'on ne paye pas. La mer ne s'est pas calmée. Les rouleaux qui déferlent sur la Balagne nous laissent imaginer l'ambiance au large et nous rappellent une conversation avec 2 marins. La vague, à partir du moment où elle te déferle dessus, elle va te retourner le bateau, elle t'amène là vraiment. Le choc d'une vague, tu sens toute la coque, elle fait 8 tonnes la coque, mais ça vibre quoi. Les carreaux ils peuvent voler un éclat, enfin, les vagues c'est l'horreur, le vent c'est le bonheur. Ce que dit Yves, nous allons le comprendre très vite en essayant de passer sur la façade occidentale de la Corse vers la réserve de Scandola et les calanques de Piana. Ça, c'est l'accident de mer. Vent en plein nez, creux de plusieurs mètres, c'est un mur sur lequel bute le voilier. Là, les quelques bateaux qu'on a vus, en fait, repartent vers le nord, ou alors rentrent sur le continent, mais en partant travers au vent. Et nous, malheureusement, on peut aller au sud. Quelle idée! Quelle idée, ouais. Ben, c'est notre copain Yves qui a bien raison. Hein. Il va avec le vent et... Il se laisse porter par le vent. Il se laisse pousser par le vent. Va où le vent te mène. C'est une idée à laquelle nous allons sérieusement penser pour la suite du voyage. Tiens, une petite voile qui vient du continent là-bas. Celui-là, il a traversé de nuit. Il arrive, content d'arriver.
Petit matin sur la Balagne, vent frais, changement de cap. Côté ouest, vers Ajaccio, la mer est trop forte, alors nous décidons de rallier le sud en passant par la côte orientale. Le vent nous porte jusqu'au Cap Corse, clin d'œil à la Giraglia, et puis de nouveaux paysages défilent. Les lumières de l'Est claquent sur les collines. Plus loin, nous laisserons Bastia aux ferries italiens débarquant leurs touristes. Après 20 heures de navigation, la côte sud commence à se profiler. C'est le domaine de notre skipper, Francis. Quand vous faites le tour en bateau, c'est toujours un plaisir de voir la Corse depuis la mer? Ah oui, oui, on s'en lasse jamais, jamais. Là, tu vas naviguer comme ça, regarde, avec les teintes du ciel, tu vois les couleurs, ça change suivant les heures. Et toujours cette montagne, alors l'hiver, tu as la neige. Juste en fond, comme ça, c'est magnifique. Le lendemain, la pluie nous surprend dans la baie de Porto Vecchio. En cherchant le beau temps vers le sud, nous découvrons un endroit plein de promesses. Voilà, on a passé la pointe Capicciolo, là. Tout ça, c'est le golfe de Sant'Amand. Et tu as le vent, tu vois, qui vient de Bonifacio, et hop, qui ressort par là. C'est pour ça que c'est un peu un couloir avant, là, ici. Et là, c'est une côte toute sauvage. Et là, tu vois, tu as une cabane, là. Je crois qu'il y a un berger qui habite, il y a une piste qui monte, il a sa bergerie en haut. On ne peut pas se tromper. Sur cette plage perdue au bout de la route de Sant'Amand, il n'y a qu'un bâtiment. Par là à gauche. Ouais. Bonjour. C'est un restaurant ou une bergerie? Les deux. Et vous êtes le restaurateur ou le berger? Je suis le restaurateur. Ah, le berger, il y a un berger? Le berger, c'est mon frère. Nous sommes chez Paul. La saison débute à peine et justement, un groupe d'habitués arrive. Des copains qui reviennent tous les ans faire de la planche à voile. Enfin, là, ils viennent plus quand c'est calme, ils font des slaloms. Ce qui est bien, c'est que les côtes sont très différentes. Ici, c'est des petites plaques, des trucs de sable blanc. Là-bas, c'est un lagon. Tu as les falaises blanches de Bonifacio. Tu as les rochers rouges de Tonard. C'est très, très varié. Et tu fais 10 km, tu changes complètement d'univers. Et quand t'en as marre, tu prends la bagnole, tu vas à la Solenzara te baigner dans la rivière. Ah ouais. T'as tout gagné. Bon, si vous voulez payer. Si vous voulez payer, je suis là, je suis au bout. Là. C'est la partie de bienvenue, histoire d'être tout de suite dans le temps des vacances, avec la douceur de cette fin d'après-midi, et le berger Joseph qui tombe à pic pour la pétanque. Ah bah c'est quoi, j'ai déjà volé tes boules. Allez, sortez. Ouais, sors. Allez, on va travailler. La Corse contre la France, alors. Non, il y a déjà assez de problèmes comme ça. Arrêtez un peu. Où est-ce que c'est là ou là? Là, oui, là. C'est 3 pour être sûr de ne pas me tromper. Je vais y revenir. Il y avait un mou là. Alors au bout d'un moment, après la partie de boules, nous prenons le chemin qui mène à la bergerie de Joseph, le frère de Paul. Nous sommes là, parmi toutes ces fleurs du maquis corse, les genevriers, les bruyères, l'immortel insulaire dont nous avait parlé l'apiculteur de l'île Rousse. Et nous arrivons juste au moment de la traite, chez Joseph. Voilà, c'est le moment tous les soirs. Voilà, tous les soirs. Et à la main toujours? Matin et soir, oui, à la main. Il n'y a pas de... Mon épouse et mes enfants. Bonjour. Et ça, c'est le lait d'aujourd'hui, là? Voilà, ça c'est le lait de ce matin, et ensuite il y aura le lait de ce soir. On fait tout ensemble, on se lève à 6h du matin, on fait le fromage, 5h30, oui. On fait le fromage, on fait le brooch, on fait tout, on va vendre, toujours ensemble. Et puis, peu à peu, la conversation avec Joseph Terrazzoni glisse sur un sujet qui, nous l'avons remarqué souvent depuis le début du voyage, préoccupe beaucoup les Corses. La Corse, il faut savoir que c'est un pays d'accueil. Et actuellement, ce terme accueil, il est bafoué complètement. Avec
les attentats, les assassinats. Avec les attentats, les assassinats, les affaires de droit commun, les sous qui sont pris à droite et à gauche. Je veux dire, la Corse, c'est pas ça. Hein. Non, pas du tout. Non, en Corse, il y a aussi des gens qui travaillent, il y a des gens honnêtes, il y a des gens accueillants, parce que, je veux dire... et nous, il faut justement qu'on soit garant de ce patrimoine qu'on a. Hein? L'accueil. Allez. Allez. Et c'est votre famille qui a mené les animaux sur les îles Lavezzi? Oui, c'est mon père, oui. Ouais, mon ça, père. C'est quelque chose, non? Bah ouais, mon père, il a amené des animaux, des vaches sur les îles Lavezzi, accroché à une barque, hein, et des vaches nager. Ah oui? Ouais. 4 vaches à chaque fois. Sur une barque, il y avait un pylône attaché derrière, et il y avait la tête qui était hors de l'eau, évidemment. Et pourquoi il faisait ça? C'est parce que il y a toujours eu des bergers sur les îles de Lavezzi. Toujours. Il y avait des brebis, il y avait des vaches, il y avait tout. Hein. C'est ma grand-mère qui a accouché là-bas, toute seule. Elle a accouché toute seule? Ah ouais, toute seule. Mon grand-père, il n'a pas pu rentrer, il y avait une tempête. Elle a accouché toute seule, et 1 heure après, il a fallu qu'elle aille traire les brebis. Oh, avant, ça rigole pas avant. Au moment d'aborder les îles Lavezzi, où le berger de Sant'Amande avait coutume d'amener ses vaches paîtres, il nous semble mettre le pied sur un monde étrange, presque irréel. Un monde entre pierre et ciel, entre mer et rêve, où se mélangent tous les bleus, les ocres et le gris du granit, le vert d'une prairie marine. Avant les Lavezzi, navigation toute voile dehors. Laissant pour un temps les falaises de Bonifacio, nous cherchions à voir un peu tout de même cette côte occidentale que la tempête nous avait interdite. Et nous sommes arrivés ainsi dans la baie de Figari, dont l'entrée est gardée par une de ces tours génoises qui jalonnent la Corse. C'était tous les jours comme ça, ça pourrait aller. Et où est-ce que vous allez le vendre là? Dans les villages. Ah, vous comptez faire le tour des villages? Ben oui, tous les... Si on va le donner au prix du gros, vous savez. Alors là, on peut arrêter vite de pêcher. Voilà, ça va. Ouais. Là, je m'excuse, je suis pressé, je fais vite parce que j'ai une langouste. Et oui, 800 il faut qu'elle grammes, parte vite. Eh oui. Bonjour. C'est du poisson. Ça va? Il n'est pas Louis? Ouais. Du chapon. Avec l'aide d'un automobiliste secourable et téméraire, nous essayons de suivre tant bien que mal le Speedy Gonzalez de la vente ambulante, le pêcheur le plus pressé de Méditerranée occidentale, Antoine Nuvoli. Demain tu pars. Eh, tous les jours. Bon, alors, allez. Allez. Ciao! Oh, a che ora sei giunto stamane? Ti ho aspettato un poco. À 11 jours, Ça c'est le chapon là? Ouais. C'est le chapon. Ça c'est le meilleur poisson. C'est le meilleur ça? Ah ouais. Et ça c'est un poisson le plus fin qui existe en Méditerranée. C'est la mustelle. Voilà. Comment ça s'appelle? La mustelle. Ouais. Mustelle. Ouais. Ah. Et les langoustes? Les langoustes, ben, si je les vends pas, je retourne les mettre au vivier hein, là-bas. Vous les vendrez plus tard, cet été peut-être? Non, je les vends demain. J'essaierai de trouver un restaurant qui va me les prendre. Après le passage en trombe du pêcheur, le village de Monaccia-Dolène s'apaise. C'est l'heure du repas, puis de la sieste. Vous allez vous mettre là. Bon, monsieur mettra devant la caméra. Hein? D'accord. Deux, vous vous mettez là, un devant avec moi. C'est reparti. Tambour battant, Antoine Nuvoli nous emmène découvrir un de ses coins préférés. Vous voyez comme c'est joli là? Après, on s'arrêtera là, on va s'arrêter juste là. Moi, ce que je voulais vous faire voir, c'était ça. C'est joli à filmer.
Le lion, là, Le alors, c'est lion, ça, c'est oui, oui, le lion avec la tour, là. Dans le temps, il y avait un proverbe qui disait le lion surveillait la montagne, l'homme de Cagne. Et l'homme de Cagne surveillait la mer, parce qu'il est en hauteur. L'homme de Cagne, c'est la montagne qu'on voit là-haut au-dessus, le sommet. C'est un rocher naturel qui est fait dans la forme d'un homme, on appelait l'homme de Cagne. Alors le proverbe dit « O lion de Rocapina a dit à l'homme de Cagne, tu me guardes la marine, je te guarde la montagne. » Voilà, ça c'est encore. Retour sur Bonifacio. En entrant dans ce bras de mer enserré de falaises qui fut, dit-on, le théâtre d'une aventure de l'Odyssée d'Ulysse, nous savons que nous sommes repérés depuis déjà longtemps. Car il y a les yeux sur la mer. Samira de Pertusato parlait. Les guetteurs du sémaphore de Pertusato surveillent les bouches de Bonifacio. Ils renseignent les plaisanciers, alertent les secours en cas de problème et suivent de près le trafic des cargos dans ce détroit très périlleux. Les Français et les Italiens se sont interdits mutuellement au travers de conventions de faire passer leurs bateaux transportant des marchandises dangereuses dans les bouches. Mais tous les autres pays continuent à passer dans les bouches avec du pétrole et des produits dangereux. Bon, ces deux-là ne posent pas de problème, ils sont déjà sortis des bouches. Celui-ci va arriver dans la zone dangereuse qui est donc au niveau des Lavezzi, ce qu'on appelle nous le point tournant des Lavezzi, c'est la cardinale sud des Lavezzi. Au Lavezzi, parmi ces formes polies par le vent, ces rocs que la mer assaille, un monument rappelle le naufrage de la Sémillante, frégate broyée par la tempête avec son équipage. Il nous reste maintenant à peine le temps d'aller au phare au bout de l'île avant la nuit. Nous sommes arrivés à l'extrémité sud de la France métropolitaine. En face, on aperçoit la Sardaigne. Derrière, la Corse s'enfonce dans la pénombre comme si elle entrait déjà dans les souvenirs. Voilà, c'est la fin du voyage.